Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. On va parler de plein de choses, je dis ça chaque semaine, mais parce que chaque semaine, c'est véritablement le cas. La publicité dans les journaux est-elle ancrée dans notre quotidien? C'est ce que nous verrons un peu plus tard dans cette émission. Nous allons également nous intéresser, vous avez déjà vu ce nom, à Industrie Genève. Alors, ça a l'air plein de belles promesses. Oui, mais qui se cache derrière Industrie Genève? Là encore, ça sera l'un des sujets de ce rendez-vous Parlons économie. Autour de la table, bonjour Elsa Floret. Bonjour Benjamin. Vous êtes la directrice communication de la CCIG avec, comme très régulièrement, des rendez-vous. Des rendez-vous, un rendez-vous important. À noter dans vos agendas, la CCIG convie 7 candidats au Conseil d'État le 7 mars avec les entrepreneurs genevois. Il y a eu d'ailleurs un classement pour savoir quel candidat était le plus CCIG compatible, l'anglicisme, un ranking, pour savoir lesquels représentent le plus les idées de la CCIG. Est-ce que ce sont ces candidats-là que vous allez recevoir? Absolument. Ça a été un sondage organisé par un institut de sondage. Toutes les réponses des candidats, on a invité tous les candidats, les 23 candidats à répondre à ces sondages. Tout est sur notre site internet. Vous avez toute la méthodologie et les réponses de chacun des candidats. Il y a une position centrale qui est la position de la Chambre. Le conseil et comité d'entrepreneurs ont répondu à ce même sondage qui a déterminé une position de la Chambre de commerce. Et ensuite, les candidats qui se rapprochent le plus de cette position ont été auditionnés et sélectionnés pour cette soirée du 7 mars. Il y a donc 7 candidats, puisqu'il y aura 7 candidats au Conseil d'État. 7 mars, 7 candidats, ça a le mérite d'être extrêmement mémotechnique, effectivement. Les informations sur le site de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Nos premiers invités, les voici. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Peut-on utiliser la blockchain sans même le savoir? Mon petit doigt me dit que oui. Bonjour Christophe Francien. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous. Vous étiez déjà venu nous voir. Vous êtes le cofondateur et CEO de Spotease, qui est une plateforme d'aide au parquage. À vos côtés, bonjour Didier Boden. Bonjour Benjamin. Vous êtes le chef des ventes chez Farmer Connect. Alors, le petit instant, la question rituelle évidemment. Farmer Connect, c'est quoi? Farmer Connect, c'est une entreprise de solutions informatiques qui utilise la blockchain pour faire la traçabilité de la nourriture et des autres aliments, boissons, produits agricoles, du fermier jusqu'à la table, jusqu'aux ordures et au-delà. Ah oui, d'accord. Donc on va même au-delà de la fin de vie de la bête, je dirais. Idéalement. Christophe Francien, alors je l'ai dit, Spotease, plateforme d'aide au parquage, on peut aller un peu plus loin? Oui, tout à fait. Donc, Spotease, effectivement, comme vous le savez, c'est l'aide au parquage par l'esprit communautaire et l'économie collaborative. C'est vraiment notre cheval de bataille. Et nous avons produit la spotisation sur 2022, dont j'aurai le plaisir de vous parler dans les minutes qui suivent, où on revient à l'essence de l'économie collaborative, de l'intelligence collective et aussi de l'impact qui soit écologique, social, patrimonial ou mémoriel, et je vous expliquerai de quoi il s'agit avec l'environnement. J'allais dire, ça a l'air beau, dis donc, quand vous le dites comme ça. Oui, c'est beau. Alors, la blockchain, je rappelle en quelques mots, c'est une sorte de grand livre de compte, un grand livre blanc. Toutes les transactions dessus sont vues par tout le monde. Évidemment, on ne sait pas qui se cache derrière des numéros de code. Je synthétise, bien entendu. Mais c'est ce qui permet de sécuriser véritablement des transactions. Donc, j'imagine que ça s'applique, par exemple, dans le cadre de Farmer Connect. On ne peut pas tricher. Ça, c'est l'avantage de la blockchain. Donc, on sait forcément ce qui s'est passé de A à Z. Absolument. Dans notre cas, on utilise une blockchain privée, c'est-à-dire qu'on connaît les acteurs, mais qu'on ne peut accéder aux informations que si on participe à l'écosystème. Mais ça permet en effet d'avoir des données qui sont sécurisées, qui ne vont pas pouvoir être changées et qu'on pourra auditer dans 5 ans, 10 ans et au-delà. Donc moi, si je suis un distributeur de viande, j'achète de la viande, je sais exactement d'où elle vient parce que j'ai la preuve physique. C'est pas juste un stempel, mais c'est quoi la différence d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'un stempel, non ça ne seulement suffirait pas? Je sais d'où ça vient, mais j'ai les informations directement de l'intervenant qui est responsable pour faire grandir l'élevage, au lieu d'avoir une donnée qui a été consolidée, modifiée, entrée par Excel 2-3 fois, sans vraiment savoir si c'était l'information originelle. Mais alors, pardon de la question, mais vous allez comprendre le sens. En quoi ça m'intéresse? Moi, distributeur de viande, j'ai peut-être besoin que ces quelques informations rentrées 2-3 fois sur Excel. Alors, en distributeur de vente spécifiquement, on connaît que d'ici 2025, la règle européenne va être qu'on ne pourra pas mettre sur le marché de la viande de bœuf sans qu'on comprenne la provenance et pouvoir prouver qu'il n'y a pas eu de déforestation liée à cet élevage. Donc, ne pas connaître d'où vient cette viande
ce n'est vraiment pas une option d'ici les prochaines années. Oui, et puis je parlais du distributeur, mais je crois que pour le consommateur, c'est aussi de plus en plus important, on le sait bien. Alors, autre exemple chez Spotiz, comment elle s'applique cette blockchain pareil? Pourquoi j'ai besoin de la blockchain pour savoir où je peux aller me parquer? Alors, c'est pas directement lié, mais en même temps, ça a de gros avantages. C'est-à-dire que nous, comme vous le savez, l'économie collaborative et la collaboration, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça qu'on a fondé Spotiz en 2021. Et ce parquet, grâce à une communauté, devient un vrai système économique et un vrai système de partage. Là où on est arrivé dans nos réflexions cette année, c'est que de l'économie de partage, de l'économie collaborative, comment on peut aller à l'économie de partage, c'est-à-dire comment on peut faire fructifier l'actif de cette communauté, non seulement en s'entraidant et en collaborant pour s'aider à ce parquet et en gagnant de l'argent par la même occasion, mais également en investissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends basiquement l'offre sur laquelle on se positionne, c'est des solutions pour se garer, et il faut des places de parc. Et en l'occurrence, on a besoin d'avoir plus de places de parc dans les centres-villes. Comment on les trouve? Ben, c'est certainement aussi en faisant en sorte que la communauté investisse. Et pour qu'elle investisse, ben, chaque membre de la communauté Spotiz peut devenir un membre investisseur pour acheter des places de parc à Genève ou ailleurs, dont les rendements d'investisseurs en termes de rendement financier peuvent être assez intéressants. Donc voilà où, d'un point de vue esprit de collaboration, esprit communautaire, on passe à un membre investisseur qui, lui, va investir dans un investissement financier, mais aussi physique, pour faciliter le parquage. Mais aussi, la blockchain va aider à construire, à sécuriser, à mettre de la transparence dans ces investissements. Surtout, si je prends l'exemple de la CCIG, on est exactement sur le même système où chaque membre a le même poids, chaque membre a le même poids de vote, a la même intention et peut aussi favoriser un certain nombre d'initiatives. Ben, c'est exactement l'esprit sur la blockchain qu'on souhaite mener. Et on a de très belles actualités, notamment dans le monde du parking, qu'on est en train d'honorer, puisqu'on est en train de faire une vente privée de cartes de membres de la spotisation pour justement aller investir dans des projets à impact, que ce soit dans le monde du stationnement, mais dans d'autres environnements, qu'ils soient écologiques ou sociaux. C'est l'organisation décentralisée, et la blockchain permet ça, qui va décider de là où on va mener ces investissements. En toute transparence, et ça, je crois que c'est un mot-clé. Vous m'avez d'ailleurs offert un peu plus tôt une transition toute trouvée, parce que vous parliez de la CCIG. Elsa Fleuret, vous vous êtes servi justement de cette technologie blockchain Voilà, oui, absolument. On a utilisé la technologie blockchain développée par le système de Cryptolex pour valider les votes à distance lors de notre AG, quand elle était effectivement en visioconférence. Oui, Covid oblige. Pandémie obligeait, et on a utilisé la blockchain à ce moment-là. Donc effectivement, c'est ce que vous disiez, chaque membre pouvait voter avec la même représentativité, mais il fallait donc le valider à distance. On va continuer de parler de ce sujet très intéressant. Vous voyez, on a des applications tout trouvées, on ne savait même pas qu'on s'en servait. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Peut-on utiliser cette fameuse technologie qu'est la blockchain sans même le savoir? La preuve que oui. On continue d'en parler avec le chef des ventes chez Farmer Connect, Didier Boden, et le cofondateur et CEO de Spotiz, Christophe Rancien. Alors, ce petit jingle-là, à l'instant, vient de dire « Genève bouge pour la planète ». Mais ça, c'est un problème, la blockchain. Moi, j'ai cru comprendre que c'était pas très éco-compatible, non ? Alors, c'est vrai que certaines applications de la blockchain sont plutôt consommatrices de ressources en termes d'énergie. Farmer Connect utilise une blockchain qui est un peu différente. On a un nombre limité de nodes, sans rentrer dans les détails. Et comme c'est un système qui est vraiment axé sur les entreprises, on s'est focalisé sur l'efficacité et ne pas consommer autant de ressources. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Juste, pardon, je me permets de vous couper, c'est qu'il existe plusieurs blockchains. C'est une technologie, et ensuite, chacun peut développer la sienne. C'est pour ça que vous avez la vôtre. Exactement. Vous pouvez terminer. Non, c'est surtout ça. Et il faut aussi voir l'impact. Donc, si la blockchain, en termes d'utilisation, à la fin, on dit toujours, est-ce que c'est la bonne technologie à utiliser? Si ça permet d'atteindre des goals environnementaux ou sociaux qui sont au-delà de la consommation d'énergie, à ce point, c'est juste du calcul. Exactement. À la fin, c'est des maths, comme souvent d'ailleurs avec l'économie. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients? Parce que là, on dit, voilà, c'est très transparent, ça permet de tout savoir, de ne pas se tromper, de valider les choses. Le côté éco, mais on peut travailler dessus. Quoi d'autre?
Je crois que quelquefois, ça peut faire peur aux entreprises d'entendre le mot blockchain. La pire chose qu'on peut rencontrer en tant que vente, c'est que quelqu'un soit complètement contre la blockchain ou soit complètement pour. Parce que si quelqu'un est complètement pour et, disons, est un enthousiaste sans avoir un vrai goal économique ou social derrière, la chose n'ira nulle part. Et de même façon, si quelqu'un est, disons, de façon dogmatique contre la technologie, on ne va pas accomplir grand-chose. C'est vraiment de savoir à la fin, est-ce que ça marche? Et c'est ça qui importe. Christophe Rancien, c'est partagé comme analyse? Oui, je partage complètement l'analyse de M. Boden. Je la compléterai, parce que nous, on est plutôt B2C et pas forcément B2B. C'est-à-dire l'accès à la blockchain. Pardon, business to consumer, c'est-à-dire du business au consommateur et non pas du business au business. Exact. Et pour vous compléter, justement, l'accès à la technologie blockchain n'est pas si aisé pour nous, en tant que personne. Et justement, on parle toujours de la blockchain, de la technologie peer-to-peer, c'est-à-dire point à point, c'est la force de la blockchain. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'utilisateurs et de personnes qui vont valider des processus. C'est aussi ce qui fait sa décentralisation et sa force. C'est pas un organe central qui va décider ou qui va autoriser un certain nombre d'actions. C'est une communauté qui va le faire et c'est ça qui nous intéressait. Donc l'accès à la blockchain en peer-to-peer est vraiment intéressant. Et moi, quand le P2P, P2P, c'est souvent ce qu'on dit, j'ai plutôt tendance à l'appeler chez Spotease et à le communiquer sur du people to people. Et c'est là où on a vraiment de personne à personne. C'est là où pour moi la blockchain a une vraie opportunité, au-delà de ces contraintes qui pour l'instant sont encore sur l'accès à l'environnement blockchain, parfois pas forcément si simple, mais on a quand même beaucoup de sites web qui sont beaucoup plus facilitants sur le sujet en ce moment. Et nous, on va se charger d'un projet blockchain pour aller dans cet esprit-là. Oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de la blockchain avec l'essor des crypto-monnaies. Et c'est aussi ce qui fait peur à certains pays d'avoir une économie qui soit décentralisée. Mais là, ça, c'est un autre sujet. Alors, on comprend facilement comment intégrer ces technologies-là avec des nouvelles technologies comme une plateforme comme Spotease. Mais quand on est chez Farmer Connect et que son métier, son cœur de métier, ce sont des gens qui élèvent du bétail et qui font quelque chose qui est là depuis très 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 longtemps, comment on le, entre guillemets, met à jour avec cette technologie? Écoutez, j'ai une belle histoire qu'on a faite récemment. En fait, on a fait la deuxième phase récemment. C'est-à-dire qu'on avait quelques centaines de fermiers, 800 en Côte d'Ivoire, qui produisaient du chocolat pour une grande marque européenne. Et ce qu'on a fait à travers la blockchain, c'est qu'on a pu intégrer les données de la coopérative de fermiers initiale. On les a transmises à la marque qui les vendait en détail. Et cette marque a pu leur donner un premium basé sur des goals environnementaux, sociaux, qui a été transmis et tracé jusqu'en Côte d'Ivoire. Normalement, en Côte d'Ivoire, si on met du cash dans la brousse, on perd environ 21,5% de ce cash sur différentes... Sur intermédiaires, dirons-nous, voilà. Mais nous, on a pu garantir que, disons, de 100 francs envoyés, 100 francs reçus par le fermier, confirmés par SMS. Et on a toute cette information directement de la part du fermier jusqu'à la marque. Et ce que je trouve très intéressant et même très important pour la plupart d'entre nous et de celles et ceux qui nous écoutent, c'est ce côté transparent. C'est-à-dire que la blockchain, elle est là, on l'utilise, mais on ne le sait pas. À la fin, on sait d'où vient notre viande, ou alors on utilise cette fameuse intelligence collective dont vous nous parliez. Christophe Rancien, je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Spotease, Didier Boden, chef des ventes chez Farmer Connect. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout cela aujourd'hui. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Qui se cache derrière Industrie Genève? Bonjour Pierre-Alexandre Prévost. Bonjour. Vous êtes le secrétaire patronal de l'UIG. Hélène Gage, bonjour. Bonjour. Directrice de l'OPI, tous deux membres de l'association Industrie Genève. Alors je le disais, ce sont deux mots qu'on voit assez régulièrement comme ça côte à côte. On sait assez peu de choses sur Industrie Genève. Quelle est cette association ? Alors, c'est une association, d'abord, je vais parler des membres de cette association qui ont créé cette association. C'est des membres dont on retrouve le I dans chacun de leurs acronymes. La Chambre de commerce, évidemment. L'OPI, avec Hélène à ma droite, qui est sa représentante. L'UIG, l'Union industrielle genevoise. Et la FTI, la Fédération des terres industriels. Il ne faut pas oublier que l'État de Genève aussi nous a beaucoup appuyé dans le cadre de nos différents projets liés à cette association. Il y a aussi l'incubateur HES Pulse et Alpacity qui promeut le numérique en Suisse romande. Et pour résumer, ces quatre acteurs que j'évoquais ont décidé vraiment de se réunir, de collaborer ensemble, de se coordonner au niveau de ces événements et de ces actions de manière très solidaire pour atteindre 3 missions. La première, c'est véritablement de valoriser la richesse de notre tissu industriel. On va sûrement y revenir tout à l'heure. La promotion de l'industrie, la promotion des métiers techniques,
de la formation. On va voir, c'est un des défis auxquels l'industrie est confrontée. Et je dirais la dernière mission aussi importante, c'est de fédérer les acteurs que j'évoquais, créer des synergies entre elles, pour qu'ensemble, on puisse assurer une promotion à la fois visible et lisible de notre industrie et de relever les défis, encore une fois, qu'on va sûrement évoquer tout à l'heure. Sur votre site internet, il est indiqué, il y a beaucoup d'informations pour comprendre Industrie Genève en 5 minutes. Vous l'avez fait en moins de 2 minutes. Donc vraiment, bravo. On peut également d'ailleurs parler de cette émission sur les Monts Bleus qui s'appelle Le Monde de demain, pour également mettre en avant ces métiers. Parce que ça, j'imagine que c'est un défi quand même. Il y a la main-d'œuvre spécialisée, on dit assez régulièrement, qui vient à manquer. Et en plus, il faut intéresser les jeunes sur des métiers qui font, désolé de vous le dire ainsi, mais un peu moins rêver aujourd'hui qu'hier. Ah, Ouais. non, vous n'êtes pas Non, d'accord. je ne suis pas forcément d'accord. Mais tant mieux, dites-le moi. Je pense qu'en fait, ces métiers font pas rêver parce qu'on n'en parle pas assez. On parle peut-être plus souvent de métiers de service ou d'autres types de métiers, surtout à Genève, qui est connu peut-être internationalement parlant pour d'autres sujets. Et en fait, on n'en parle pas assez. Mais il faut savoir que le territoire genevois, au niveau industriel, il est très très riche, que ça représente environ 8% des emplois, mais 11% du PIB et surtout 90% des exportations. Donc c'est énorme par rapport, puisqu'on est dans une émission qui parle d'économie, c'est énorme, donc il faut le savoir. Alors c'est vrai que la tâche est lourde parce qu'il faut faire connaître ces métiers, il faut les désacraliser, peut-être les rendre plus intéressants qu'ils ne le sont. Et je pense que là, effectivement, la plateforme Industrie Genève et l'émission dont vous venez que vous avez évoquée est essentielle parce qu'elle est là pour vulgariser, désacraliser et permettre à tout à chacun, habitant du canton, de bien comprendre ce que fait l'industrie et d'être attiré, je l'espère, par ces métiers-là. Vous voyez d'ailleurs un réel changement, peut-être via l'émission ou via le fait d'expliquer ces métiers, parce que c'est vrai, comme très souvent, c'est l'explication qui fait la différence. Alors là, je me retourne peut-être vers Pierre-Alexandre, parce que l'UIG a une mission quand même importante sur justement les métiers et la formation, ce qui est moins le... Juste de vous rapprocher un tout petit peu de votre micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Bien sûr, donc je me retourne peut-être vers Pierre-Alexandre, parce que l'UIG a une mission sur la formation. Après, je reviendrai peut-être avec l'OPI sur les liens que nous entretenons effectivement avec les hautes écoles et qui aident aussi à la formation. Mais je te laisse peut-être prendre le oui, départ. L'UIG, on est une association professionnelle, donc on est très actif dans le domaine de la formation professionnelle. On a un centre d'enseignement professionnel qui est situé à Pont-Rouge. On forme à peu près 7 professions dans le domaine de la mécatronique industrielle. Et on est là aussi pour promouvoir ces formations, notamment à la Cité des métiers qui a lieu tous les 3 ans, à Palexpo. Et l'important dans ces métiers, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est l'évolution qu'il y a eu au niveau de l'industrie, fait appel maintenant évidemment à des compétences techniques, mais aussi à des compétences liées à la créativité des personnes. Les jeunes aujourd'hui veulent donner du sens à leur orientation professionnelle, et on essaie vraiment de mettre en avant dans le cadre de ces événements, dans le cadre de ces émissions, finalement que ces métiers amènent à être créatifs, et on invite du coup vraiment les jeunes à consulter ces émissions et à constater que on n'entre plus aujourd'hui dans une usine où on perd sa personnalité. On fait vraiment appel à ce qu'on appelle les soft skills, à une qualité personnelle et à des métiers qui sont en constante évolution. C'est ça, vraiment très simple, les métiers du recyclage, par exemple, qui sont en partie représentés à l'UIG, donc l'Union industrielle genevoise. Là, on est clairement dans des métiers aussi d'avenir. C'est des métiers d'avenir. Alors, le recyclage, c'est en partie UIG, c'est aussi une autre association, donc je veux pas... Oui, alors il y a des métiers d'avenir, tout à fait, le recyclage en est un exemple. Ouais. Et donc, vous vouliez prendre la suite de cette explication, Hélène Gache. Oui, en ce qui concerne la formation, l'OPI a une mission particulière ayant un lien très très fort avec les hautes écoles genevoises, dont on parle peut-être pas assez souvent, parce que quand on parle ingénieur, puisque finalement, quand on travaille dans l'industrie, on pense à des ingénieurs. On a la même syntaxe, au moins sur le début du mot. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir des formations d'ingénieurs, et on en a d'excellentes avec les hautes écoles genevoises, notamment avec l'EPIA. Et en fait, notre sujet au niveau de l'OPI et au sein aussi d'Industrie Genève de l'association, c'est, comme l'a dit Pierre-Alexandre, il est nécessaire effectivement de faire connaître ces métiers et aussi de montrer qu'il y a des débouchés. Et en fait, grâce à l'émission, on le montre. Et l'OPI travaille particulièrement sur ces sujets aussi pour faire connaître aussi l'innovation qui émane des entreprises qui sont sur notre territoire. Et cette innovation pouvant être effectivement générée et renforcée
par les liens avec les hautes écoles. Je vais dans votre sens puisque ce segment de Parlons Économie s'appelle Genève Innove et on n'a pas fini d'innover. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Qui se cache derrière Industrie Genève? Des éléments de réponse avec la directrice de l'OPI, Hélène Gache, en l'occurrence l'Office de promotion des industries et des technologies. Également à vos côtés, Pierre-Alexandre Prévost, secrétaire patronal de l'UIG, l'Union industrielle genevoise. Alors justement, industrie, qui est aussi, j'y pense, dans la CCIG. Le I, c'est pour l'industrie, Elsa Floret. Industrie. La CCIG, nous faisons partie intégrante de ces partenaires d'Industrie Genève. C'est important pour la Chambre de soutenir un secteur qui, Hélène l'a rappelé, représente 90% des exportations et 11% du PIB. Ça, c'est très important. On a un financement à part égale dans cette association. On contribue bien entendu à l'élaboration des émissions Le Monde de demain. Cette émission sur les Mans Bleus, d'une dizaine de minutes, 12 minutes, avec une audience en pleine croissance. Plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs en fait, nous écoutent. Le tournage en ce moment est axé sur la robotisation intelligente des chaînes de production. Voilà. Donc on soutient également Industrie Genève pour le prochain salon de la microtechnique en juin. Voilà. Et on va pouvoir comme ça continuer justement de s'intéresser à cette Industrie Genève, parce que j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous nous disiez un peu plus tôt, Hélène Gache, à savoir, c'est vrai qu'on connaît Genève, il y a beaucoup d'exports, mais on ne pense pas que c'est une terre d'industrie. On a plutôt l'impression que c'est très orienté sur le service, c'est assez juste. Est-ce que ça, c'est un problème, parce qu'on ne pense pas Genève, ou est-ce que c'est presque une solution, parce que ça permet comme ça de dire « Coucou, on a ça aussi, tant mieux pour nous ». Alors écoutez, c'est peut-être un peu des deux. Je vais vous faire une réponse qui n'en est pas une. Non, je pense sérieusement qu'effectivement, c'est important de faire savoir. Et donc, par exemple, en ce qui concerne l'OPI, dans le cadre d'Industrie Genève, mais l'OPI en tant que tel, on a vraiment mission de promouvoir l'industrie. Pour le coup, uniquement l'industrie, c'est vraiment notre domaine et c'est ce segment que l'on cherche à promouvoir. Et je pense que c'est essentiel parce que le domaine des services, il y a aussi des services industriels. Alors, je ne fais pas de jeu de mots avec les fameux services industriels. Il reste juste le G de Genève. Voilà. Mais l'idée, c'est que ce terroir, il est multiple, il est composite, il existe depuis longue date. Et en fait, il est entouré, n'oublions pas que nous sommes un territoire encerclé par un autre pays. Donc, il y a un territoire qui va même au-delà de Genève. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les exportations, elles vont bien au-delà même du territoire qui nous est contigu. Donc, l'idée, c'est effectivement de promouvoir ces métiers qui ne sont pas forcément connus, pas forcément aimés au premier degré. On préfère peut-être être avocat ou banquier. Je n'ai rien contre ces personnes, mais c'est peut-être plus naturel. On comprend mieux ce qu'ils font. Quand on dit je suis mécatronicien ou je fais de la galvanoplastie, je fais du polissage. Bon, le polissage, encore, on peut comprendre. On commence à deviner, oui. Mais sinon, je vous l'accorde. Voilà, on commence à se poser des questions. Mais en fait, c'est des très beaux métiers qu'on va retrouver dans des métiers qui nous sont chers parce que tout le monde est souvent porteur d'une montre. Et l'horlogerie à Genève est vraiment un domaine où les ingénieurs et tous les métiers que j'ai évoqués tout à l'heure peuvent vraiment trouver leur place. Et ce n'est pas ce que j'ai au poignet qui dira le contraire, voilà. Effectivement. Pierre-Alexandre Prévost, quelles sont les forces dans l'industrie à Genève ? Alors déjà, rappelez quand même une chose. L'industrie, au début du XXe siècle, a fait la renommée internationale de Genève, bien avant les montres, on en parlait, ou le chocolat, et que l'industrie existe toujours aujourd'hui. Si le message qu'il faut faire passer, c'est celui-ci, on parlait des pourcentages du PIB, des exportations, c'est qu'elle existe toujours aujourd'hui, elle a évolué. On a cette chance à Genève d'avoir des différents pôles d'excellence. Je pense à la mécanique et à l'électronique. On oublie aujourd'hui, par exemple, que les Airbus qui volent au-dessus de nous, certaines de ces pièces sont fabriquées à Genève. On a des pôles d'expertise mondiale dans le cadre des transformateurs électriques de train. On a, c'est ça qui est assez fascinant, des entreprises qui doivent du coup avoir une manœuvre hautement qualifiée pour fabriquer des petites pièces de précision qui ensuite se retrouvent dans toute la chaîne, dans toutes les chaînes industrielles. L'Allemagne, c'est l'automobile, la France, c'est plutôt le nucléaire. Nous, on a vraiment là une expertise pour ensuite avoir des métiers qui permettent d'avoir des produits de niche hautement avec de hautes précisions qui se retrouvent ensuite dans différents secteurs. Donc, si on peut mettre ça en avant et cette richesse à travers ces émissions, c'est chose gagnée. Et ce que je trouve, pour être très franc, assez difficile dans ce que vous faites, c'est que on parle de l'ère industrielle qui est quelque chose du passé, et on comprend bien avec vous que c'est pas du tout le cas. C'est très présent et il y a toutes ces perspectives d'avenir. Est-ce que l'industrie souffre, je veux pas dire d'une méconnaissance, on y a déjà répondu, mais peut-être d'un passif finalement d'une certaine manière? Alors,
Je pense que vous avez parlé tout à l'heure d'économie circulaire, de circularité, de déchets. L'industrie souffre peut-être, les gens dans l'imaginaire collectif, on pense à des usines, on pense à des cheminées polluantes, on pense à des usines sales, à l'ère industrielle, on pense au temps moderne, voilà, de Chaplin. Donc, c'est plus du tout ça. Il faut savoir que les industriels, quand vous visitez une usine, et on parlait tout à l'heure de PropTech, en fait, donc on travaille sur des usines qui sont vraiment comme des salles blanches, les choses s'y font de manière tout à fait propre. Alors évidemment, quand vous faites de la chaudronnerie ou quand vous faites des pièces qui rentrent justement dans l'aéronautique, donc des plus grosses pièces, il y a forcément un peu de déchets, il y a des choses qui se passent, quoique aujourd'hui on utilise aussi de plus en plus souvent des techniques d'additive manufacturing, donc ça veut dire qu'au lieu de creuser, on compose en augmentant les matériaux. Donc, en fait, il y a différentes choses. Donc, ça aussi, on cherche à le faire connaître. Quand on visite une usine et qu'on se rend compte qu'on peut y passer habillé comme nous le sommes aujourd'hui, sans trop de problèmes, en mettant effectivement des chaussons blancs ou différentes choses. On ne sortira pas avec de la suie. Voilà, on ne sortira pas avec de la suie. Donc, ça aussi, je pense que les émissions que nous diffusons sur l'Aimant Bleu, que nous produisons ensemble, permettent de désacraliser. Et l'industrie, plus que tout autre, est sensible à tout ce qui est durable, justement parce que peut-être elle a dans l'image populaire un passif, donc elle est d'autant plus virtueuse, je pense. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, on parlait un petit peu plus tôt avec des sociétés très nouvelles technologies, et même la blockchain produit beaucoup d'énergie, et pas forcément de la bonne énergie. C'est pas parce qu'on est dans la nouvelle technologie qu'on ne crée pas de déchets. Et au contraire, en tout cas, on a bien compris ce rôle que jouent des structures comme l'UIG, comme l'OPI, pour cette industrie Genève des métiers. Combien d'ailleurs de métiers, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'il y a un chiffre un chiffre dans le monde de l'industrie? On sait combien il y a d'emplois renouvelés d'ici 2025. Voilà. C'est 10 000. Oui. Même un peu plus, je dirais. Même un peu plus. Voilà. Dans l'informatique, on parle de 40 000, mais alors au-delà de l'industrie. Mais l'industrie a besoin de programmateurs notamment. Donc les défis sont de taille, mais les richesses aussi sont de taille à Genève et il faut pouvoir... C'est dire si l'avenir appartient à l'industrie. Exact. Merci beaucoup. Hélène Gage, je rappelle, directrice de l'OPI, Pierre-Alexandre Prévost, secrétaire patronal de l'UIG. Vous êtes donc tous deux membres de cette association Industrie Genève. Merci d'être venus nous voir. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. La publicité dans les journaux est-elle ancrée dans notre quotidien? Bonjour Antoine Aigli. Bonjour. Vous êtes le directeur de HP Média. Bonjour Sabine Mounir. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Attar Roto Presse. Tout d'abord, présentation, parce que ce sont des noms qu'on entend peu, qu'on voit finalement souvent, puisque vous participez à ce que l'on peut lire chaque jour. HP Média, tout d'abord. Qui êtes-vous? Nous sommes ce que l'on appelle une régie publicitaire ou des commerciaux où nous faisons de l'acquisition des espaces publicitaires pour les remettre à disposition des annonceurs. C'est-à-dire que nous travaillons avec différents types de médias, que ce soit du papier, print ou de l'affichage. Et aujourd'hui, bien entendu, dans le digital également, sur les sites Internet. Oui, c'est ça. Pour la radio, on peut venir voir Media One Contact. Pour le reste, on vient vous voir. Donc, voilà, exactement. HP Média. On ne fait pas de radio. Sabine Mounir, vous êtes dans le dur, je dirais. C'est de l'imprimerie. C'est de l'industrie, c'est de l'imprimerie, absolument. Nous sommes établis à Vernier. Nous sommes actifs au niveau de la rotative, pour le journal en l'occurrence, et puis pour tout autre imprimé qui peut se faire au niveau du canton ou de la Suisse romande. Donc ça va être très complémentaire ce que vous allez nous dire. Absolument. Mais j'aimerais qu'on commence avec l'imprimerie. Moi je me souviens d'articles de journaux il y a moins de 10 ans pour dire « Oula, les imprimeries ferment, on ne sait pas si on pourra un jour continuer à avoir des journaux papier parce que c'est difficile d'imprimer ». Quel est l'état des lieux aujourd'hui ? Il n'est pas très très brillant. C'est vrai que l'industrie graphique souffre énormément depuis, je dirais, plusieurs dizaines d'années. Et ça s'est encore accéléré depuis la pandémie, avec le Covid, où effectivement on a vu un nombre d'imprimeries qui a baissé et surtout un volume de travail qui a énormément changé, énormément baissé. La faute à quoi? Aux écrans au sens large? Alors notre principale concurrence, on parlait d'imprimerie entre elles, c'est effectivement la numérisation, la digitalisation de tous les produits. Je ne vais pas le citer, mais effectivement Internet ne nous aide pas du tout. Oui, ça j'imagine clair. évidemment. Ouais. En revanche, chez HP Média, on se dit ça c'est une porte qu'on ouvre. On ouvre selon les besoins de notre client, la porte de la télévision, la porte d'Internet, etc. Absolument. C'est un complément qui vient se rajouter à notre portefeuille. Et comment est-ce qu'on vend ça? C'est-à-dire qu'on va chez des clients, on dit « Vous avez besoin de publicité à la télé, vous ?» Par exemple, mais notamment, on approche plutôt notre client dans le domaine de la presse, parce que si on regarde le paysage
publicitaire, la répartition de la manne publicitaire en Suisse, la presse reste quand même sur le haut du crachoir. Internet prend la relève quand même, mais ce que l'on aperçoit, c'est que les clients sont moins fidèles à Internet que sur le print. Ils ont des habitudes parce que le papier, les gens peuvent le toucher, le lire, le réutiliser, surtout les magazines qui sont utilisés plus qu'une fois. Et dans notre métier de HP Media, nous n'avons pas de quotidien. Nous avons ou des mensuels ou des annuaires ou des semestriels. Donc, les gens ont plus l'habitude de réutiliser le document. C'est ça. Et puis, j'imagine qu'une entreprise va dire, bon, bah, ouais, sur Internet, avant telle ou telle vidéo, je ne sais pas trop où je serai. Comment, si je suis au hasard dans ces CIG Info, je sais à peu près qui je vais toucher, Elsa Floret? Absolument. Nous, on croit encore au papier, à la CCIG. Et notre magazine mensuel, évidemment, CCIG Info, est imprimé. On travaille donc avec vous, HP Media depuis 2018, avec Attar depuis 2007, je pense. Là où c'est très important pour nous, c'est que le papier, on parlait de pollution tout à l'heure, la pollution numérique, mais la pollution évidemment liée à la production de papier. On est très sensible au membership que vous avez Attar auprès de MyClimate, qui est un institut international qui est représenté en Suisse par EcoLife et qui compense l'effet carbone, les émissions carbone liées à cette production de l'imprimé d'une manière générale. Il y a un coût proportionnel un peu supérieur pour la CCIG en fonction du nombre d'imprimés. Mais en tout cas, il y a des programmes qui sont intéressants, des projets en Suisse, des projets à l'étranger, une usine biogaz en Suisse, une déforestation, pas une déforestation, pardon, l'utilisation intelligente des forêts au Brésil. Voilà, donc on est vraiment sensible à cet argument de durabilité. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte que, bien ici à Genève, on prend en compte ces notions de forêt au Brésil. C'est pas déconnecté. Non, c'est pas déconnecté. Et même si le papier ne vient pas forcément des forêts brésiliennes, en tout cas pas le papier européen, on en tient compte aussi par d'autres normes, en prenant par exemple la norme FSC qui soutient la gestion des forêts au niveau mondial et aussi européen, de manière à pouvoir garantir à ce que ces forêts soient maintenues, puisque c'est quelque part notre source première au niveau de notre matière première à nous, qui est le papier. Et c'est que c'est très important pour nous. On a beaucoup entendu parler, alors depuis une année, malheureusement, on sait pourquoi, l'actualité aidant à faire monter le coût des matières premières, des choses comme ça. Là, ça y est, j'ai déjà deviné avec ce petit sourire que vous m'avez fait votre réponse. Oui, c'est vrai que c'est une situation qui ne laisse pas tellement sourire. En tout cas, depuis 2021, on riait pas trop, parce qu'on s'est retrouvé avec une pénurie grave de papier. Et on avait vraiment beaucoup de peine de pouvoir fournir nos clients en papier. Et surtout, une hausse des prix qui a été totalement démesurée, qu'on n'attendait pas et dont on n'avait absolument pas besoin suite à la crise du Covid. Mais on n'a pas pu la contourner, ça c'est clair et net. Et aujourd'hui, ça reste encore difficile, même si, à l'heure actuelle, l'approvisionnement de papier est plus simple qu'il n'était en 2021, ou il y a une année en arrière, disons. Mais donc, la pente est toujours ascendante ou pas? Alors, au niveau des prix, c'est stable pour l'instant. Au niveau de l'approvisionnement, donc des délais, ça s'est beaucoup amélioré par rapport à il y a une année. Et ça, c'est beaucoup mieux. Permettez-moi cette question, si vous ne souhaitez pas répondre, vous me le dites évidemment, est-ce que votre marge a changé? Ah, bien sûr. Elles se sont... Alors, on a dû répercuter une partie de ce prix, évidemment. Mais effectivement, pas tout le temps. Il y a aussi des contrats annuels sur lesquels on avait des prix fixés. Et on a dû assumer, nous, une partie de cette hausse. Donc, effectivement, nos marges sont contractées d'une manière générale. Et il y a tout ça aussi, quand on fait de la publicité et de l'impression. On n'a pas fini, d'ailleurs, de parler de tout ça sur un média formidable, la radio et la télé. À tout de suite. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Toujours cette question qui nous anime, la publicité est-elle ancrée dans notre quotidien? Les journaux, l'impression. Sabine Mounir, directrice générale d'Attar Rotopresse, est toujours avec nous. Antoine Egli, directeur de HP Media également. Attar Rotopresse, comme dans Rotative? Exactement. Il en reste beaucoup à Genève? On est la dernière. Nous avons la dernière Rotative. Ça, c'est incroyable. Et alors, j'allais vous demander pourquoi, on comprend facilement pourquoi, mais quelle est la plus-value d'une Rotative pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces métiers comme vous? La rapidité, essentiellement. C'est vrai que c'est un appareil qui fonctionne à 25 000 à l'heure, donc ça permet de pouvoir réaliser des journaux en respectant le bouclement des pages pour un quotidien, par exemple. Le courrier, par exemple, que vous imprimez, en on peut le l'occurrence, citer. Que nous imprimons chez nous, et de respecter les délais postaux qui sont relativement courts. Il faut pouvoir donner à la poste relativement tôt pour qu'il puisse distribuer sur toute la Suisse romande. Donc vous imprimez combien je ne sais pas combien de temps d'ailleurs ça prend? Alors, c'est pas énormément d'exemplaires au niveau du courrier, mais donc pour nous, c'est 2 heures de production pour arriver à tout boucler.
Donc c'est vraiment un rush pour pouvoir y arriver en un temps record, quoi. Donc ça veut dire que c'est aussi une industrie qui tourne 24 heures sur 24. Alors presque, presque, ouais. En tout cas, nous, on a des équipes de jour et cette équipe de nuit pour la partie journal. Ouais. Question toute bête, mais que je me posais. On a tout le temps, ici à Radiolac, on n'a pas de rotative, mais on a tout le temps des bourrages papier dans nos imprimantes. C'est le cas pour une grosse imprimerie comme Bien vous, évidemment que ça nous arrive aussi. Ça arrive aussi, alors. Le papier étant ce qu'il est, c'est une matière vivante. Bien évidemment, il y a des jours où il ne veut pas. Ça marche pas bien. Matière vivante qui a plusieurs vies. Hein. Aujourd'hui, on recycle le papier, etc. etc. 7 vies pour le papier, oui. Très important de savoir que le papier a beaucoup de vie. D'abord, 7, oui, effectivement. Après, bon, ça va au-delà du monde de l'impression, on est bien d'accord. Donc, il y a le premier usage du papier qui va être, s'il est bien exploité au niveau des recyclages, va pouvoir permettre de faire du papier recyclé. Et puis après, ce papier va pouvoir être réutilisé pour faire des cartons ou alors d'autres produits comme l'essuie-main, les papiers hygiéniques et ce genre de choses, voire même de l'isolation, des choses comme ça. Donc, effectivement, le papier peut être utilisé et réutilisé plusieurs fois. J'en reviens à vous, Antoine Egli, avec ces différentes portes. Hein, c'est l'exemple que je prenais un peu plus tôt qu'on peut ouvrir avec vous, HP Média, presse, affichage, vidéo et digital. Vous le disiez, les gens sont ancrés dans les habitudes en ce qui concerne le papier et le côté local. Ça, j'imagine que c'est très important aussi parce que c'est aussi revenu en grâce depuis quelques années. Oui, absolument. On a bien entendu été impacté par la venue du digital, de Internet. Et où sur Internet, les grands argumentaires, c'était le nombre de coups contacts, des milliers de coups contacts. Mais quand on regarde l'efficacité du coup contact, on s'aperçoit que si vous en avez beaucoup, mais que ce n'est pas des gens intéressés, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas le retour sur investissement, donc le ROI. Tandis qu'avec le papier, on sait très bien que c'est du pic. Hein. Certainement, quand on envoie la publicité pour la chambre de commerce, le CCIG Info, on sait à qui c'est adressé, on sait quel est le nombre. Et quand on place une publicité... Aussi. Le contenu, excusez-moi. Le contenu aussi, oui. Donc c'est en lien. Absolument. C'est du professionnel à professionnel. Et du coup, la mémorisation de l'annonceur ou du message de l'annonceur est supérieure. Et des annonceurs qu'on a perdus, qui sont partis sur d'autres médias, nous reviennent régulièrement. Et pour nous, c'est une garantie que le papier reste toujours très actif. Et ce matin, d'ailleurs, si vous permettez, j'ai eu l'occasion de discuter avec Michelin, parce que les guides Michelin sont également l'un de nos partenaires. Et eux, actuellement, ils sont dans l'Asie, parce que l'Asie, des fois, est un petit peu en avance sur nous, un regain sur le tirage. Des tirages qui sont plutôt en augmentation, alors que pour le moment, chez nous, on est encore un tout petit peu en stagnation. Et peut-être que si on suit le même mouvement, en Europe, on aura peut-être de nouveau une augmentation du papier. Alors, je prenais un exemple hors antenne que je vais redonner. J'étais passé à la liseuse. J'aime bien avoir des beaux livres chez moi, mais c'est vrai que sinon, j'étais passé à la liseuse. J'ai eu le malheur d'aller à la plage. De l'eau n'a pas touché la liseuse. Elle ne fonctionne plus. J'ai dû l'acheter. Et je suis revenu avec beaucoup de plaisir au papier. Voilà, un exemple tout simple, mais extrêmement concret. Antoine Egli, quelles évolutions, vous nous le disiez, on espère un regain de tout cela. Mais surtout, est-ce que c'est forcément à mettre tout le temps en opposition ? Est-ce que un petit commerçant qui n'a peut-être pas beaucoup de budget pour faire de la publicité peut la faire sur les réseaux sociaux? Ça a coûté quelques centaines de francs. Et ensuite, quand il y a un peu plus de marge, on vient chez vous. Oui, alors en tout cas, le digital fait partie maintenant de notre paysage des médias. Automatiquement, il faut répartir le budget que l'on a à disposition. Donc, je parle de l'annonceur. Il faut qu'il répartisse son budget entre les différents supports médias qui existent et éventuellement aussi le digital. Et évidemment, les moteurs pour envoyer les mails ou faire des newsletters se sont énormément améliorés dans les qualités de retour d'information que l'on utilise aussi. On sait qui a ouvert le mail, on sait ce qu'il a fait à l'intérieur. Et ça, c'est un outil que l'on met en avant pour justement valoriser les espaces publicitaires. Oui, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse à la fin, c'est être sûr qu'on s'adresse à la bonne cible de toute façon. C'est la base de la publicité. L'annonceur, il veut savoir à qui il s'adresse et il veut un retour sur son investissement. Les innovations pour HP Média, on les a bien compris, à savoir les écrans. Est-ce qu'il y a des innovations chez Attara Autopresse ? Est-ce qu'on peut innover dans cette industrie qui est la vôtre ? C'est vrai qu'il peut y avoir des innovations par un développement de d'autres types de produits. Bon, actuellement, c'est difficile pour nous parce que toute innovation, c'est vrai que représente vite beaucoup d'argent. Hélas, dans l'imprimerie, tout investissement est vite chiffré au quart de million, voire plus. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un peu les reins solides pour imaginer quelque chose dans ce style-là.
Maintenant, c'est clair, on peut innover peut-être autrement qu'en faisant forcément des investissements lourds. C'est peut-être répondre autrement à notre clientèle par rapport à leurs besoins, plus dans le conseil ou dans le choix des matières que de forcément aller dans des nouvelles technologies hyper innovantes. Aujourd'hui, le marché n'est pas tellement en recherche de produits nouveaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une guerre des prix. Les gens achètent plutôt au prix et c'est plus dans cette notion-là que nous, on doit se battre pour être de plus en plus compétitifs. Combien de métiers pour l'entreprise qui est la vôtre, à savoir Attar Autopresse? Les 3 principaux métiers, parce qu'on a 3 principaux métiers, qui est le début du travail avec le pré-presse, donc la préparation des fichiers. Puis nous avons les métiers de l'imprimeur, donc tout ce qui est impression rotative ou impression à feuille, voire maintenant ce qu'on appelle les petites impressions numériques. Et puis il y a la reliure. Et il existe un 4e métier qui est en fait la logistique pour tout ce qui est livraison et distribution. J'ai une dernière question. Alors, je vous garde, je vais commencer par vous, Sabine Mounière, parce que j'ai une pensée pour mon grand-père qui était le chef typographe de la Tribune de Genève. Même ce métier n'existe plus. Alors, je ne veux pas dire que vous êtes un dinosaure, loin de là, mais quelle évolution est-ce que vous voyez pour tout ça? Alors c'est vrai que le métier a énormément évolué. Il y a beaucoup de pans de métiers qui ont disparu. D'où le fait aussi que les entreprises sont devenues beaucoup plus petites avec les années, etc. Parce qu'il y a des métiers qui ont disparu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un grand souci devant nous qui est de faire connaître notre métier et surtout d'avoir des formations et d'avoir des apprentis qui s'intéressent à notre métier. Ça devient de plus en plus difficile de pouvoir attirer des jeunes vers nous, parce qu'ils savent très très bien qu'ils auront de la peine à trouver du travail dans ce métier-là. Et c'est là la grande difficulté, notre grand défi aujourd'hui. Ouais. Et je vous pose également la question, donc évidemment, Antoine Aigli, quelle perspective d'évolution voyez-vous? La vente reste la vente. La publicité, déjà... Rapprochez-vous un petit peu de votre micro. La publicité, déjà, à l'époque du Moyen-Âge, était quelque chose de très actif et important. Pour vendre un produit, il fallait se faire connaître. Aujourd'hui, pour vendre un produit, il faut se faire connaître. Et demain, la même chose. Donc, on aura toujours besoin de publicité pour vendre ses services et ses produits. Vous me donnez envie tous les deux de revenir aux journaux à la criée, justement. On criait les dernières actualités, on vendait un journal et voilà, c'était parti. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle, Sabine Mounière, vous êtes la directrice générale d'Attar, ATAR, Roto Presse, et Antoine Aigli, directeur de HP Média. Mot de la fin, Elsa Fleuret? Un petit mot de la fin qui va se résumer par un chiffre, en fait, le 7. On a vu le 7 mars, 7 candidats. On a vu les 7 vies de l'imprimé, du papier. Le 7h30 de la Chambre, jeudi prochain, le 2 mars, un des hauts lieux de réseautage de la CCIG. Vous êtes tous les bienvenus. On n'imprimera pas pour le coup de carton, mais on ira sur le site de la CCIG. Ici, imprimer. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr jeudi prochain en direct sur Radio Lac quand vous voulez sur One TV. Merci Noah Sherman pour la réalisation de cette émission. Merci Nicolas Grangier pour la préparation. Bonne semaine. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète.